Tchernobyl, un ancien port fluvial au milieu de nulle part, entouré de marécages dignes des Everglades, site d'une centrale nucléaire soviétique, théâtre de la pire catastrophe humaine de l'histoire, remontant à 1986. L'accident de Tchernobyl a entraîné l'évacuation d'un demi-million de personnes qui ont laissé derrière elles la plus grande ville fantôme au monde et une zone d'exclusion d'environ 300 000 hectares. Terre radioactive vidée de ses habitants depuis 26 ans, c'est aujourd'hui une terre sauvage, où les loups règnent en maître. Des scientifiques sont entrés dans la zone interdite pour savoir comment survivent ces loups radioactifs. « 26 avril 1986, c'est l'accident. La fusion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl dans le sud-ouest de l'Union soviétique. La catastrophe propage dans l'atmosphère l'équivalent radioactif de 100 bombes d'Hiroshima. 430 000 personnes doivent quitter leur foyer à jamais. Des nuages de poussière radioactive traversent toute l'Europe. Une contamination à l'échelle d'un continent. La zone la plus touchée s'étend sur 3000 km² autour du réacteur. Cette zone d'exclusion est déclarée impropre à l'habitation. On ne peut y entrer que sur autorisation spéciale par l'un des postes de contrôle. Les visiteurs, scientifiques ou équipes de télévision ne peuvent y rester qu'un temps limité et ils doivent être accompagnés par des guides officiels. La campagne s'arrête brusquement ici. Au-delà du poste de contrôle, un monde complètement différent. Un monde sans hommes. Cette zone est-elle une fenêtre sur un passé lointain précédant l'apparition de l'homme ou sur un futur postérieur à la chute de notre civilisation? Quand les hommes ont fui, la faune, elle, est restée. Comment les survivants et les nouveaux venus font-ils face à cette menace invisible? Les habitants et les animaux migrateurs ne savent rien de ce danger latent. Les retombées de l'accident nucléaire se sont infiltrées dans les sols. Les particules radioactives sont absorbées par les plantes. Elles s'accumulent dans le bois des arbres et dans l'organisme des animaux. Et pourtant, curieusement, cette catastrophe nucléaire n'a pas créé un désert, mais un environnement riche en faune et en flore, où s'est invité le plus grand symbole de la vie sauvage, le loup. On spécule depuis des années sur le nombre de loups présents dans cette région. Il y en aurait au moins 300. Barbara et Christophe Promberger, spécialistes des carnivores, étudient les loups dans le monde entier, mais jamais dans des circonstances aussi étranges. Les Promberger sont là pour commencer une étude qui sera poursuivie sur le long terme par des scientifiques de la région. Ils ont une longue liste de questions. Combien de loups vivent dans cette zone? Sont-ils natifs d'ici ou ont-ils immigré il y a peu? La population de loups dans cette région est-elle différente de celle vivant dans des zones non radioactives?
Ces eaux d'élan ont été brisées par des loups. C'est l'occasion de savoir si l'alimentation des loups est contaminée. Les radiations sont 50 fois supérieures à la normale. Les empreintes de loups sont nombreuses ici, le long de la rivière Pripia. Un loup a marqué son territoire sur ce jeune pin. C'est donc l'endroit idéal pour poser un piège. L'équipement de protection est de rigueur pour empêcher tout contact avec le sol contaminé et éviter d'y laisser ses odeurs. Barbara et Christophe veulent placer un collier émetteur sur plusieurs loups pour étudier leurs mouvements. La rivière Pripia semble calme, mais la glace pourrait craquer à tout moment. L'amoncellement de glace pourrait faire brusquement monter le niveau de l'eau et rendre les berges dangereuses. L'urine de loup sert d'appât. Cet après-midi-là, la montée des eaux de la rivière Pripia fait éclater des millions de tonnes de glace. Ces morceaux de glace érodent les berges et entraînent dans leur sillage du sable contaminé. Depuis la dernière période glaciaire, la rivière ne cesse de sculpter et façonner le terrain autour de Tchernobyl. Pripia, ainsi que toute la zone d'exclusion, font partie d'un paysage en perpétuelle évolution. Pour aller vérifier tous les pièges à loups répartis dans la zone, Barbara et Christophe se séparent et font équipe avec des collègues de la région. Ils se munissent de dosimètres, mais n'ont pas besoin d'équipement de protection tant qu'ils ne creusent pas le sol. Au printemps 1986, l'atmosphère des lieux était très différente. Des dizaines de milliers de liquidateurs ont été déployés pour contenir la catastrophe nucléaire. Au total, ils ont été plus de 600 000 à intervenir sur place. De grandes quantités de sols contaminés ont été évacués. Des villages entiers ont été enterrés. Et cette tâche n'est toujours pas terminée. Près de 150 communautés villageoises ont été déplacées. Des ouvriers agricoles dans des exploitations collectives pour la plupart. Après 10 jours de patrouilles ininterrompues, Christophe apprend la bonne nouvelle. L'autre équipe a repéré un loup pris au piège. Mais pourquoi se focaliser sur les loups? Parce que dans cette région, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. L'état de la population de loups en dit long sur son écosystème. Ce loup est pris au piège depuis plusieurs heures. Il est effrayé et il fait le mort. C'est le comportement typique d'un jeune loup. Barbara et Christophe ont entendu dire qu'il y aurait près de 300 loups dans cette zone, ce qui en ferait la population de loups la plus importante au monde. Selon les bruits qui courent, les loups migrent ici par centaines et finissent par y mourir à cause des radiations. Mais c'est peut-être l'inverse. Tous ces loups sont peut-être nés ici, car il n'y avait aucun homme pour chasser leurs parents et leurs proies.
Si c'est le cas, les conditions de vie des loups seraient-elles meilleures ici qu'ailleurs? Et si la zone était surpeuplée, les loups radioactifs pourraient-ils migrer en dehors de cette zone? Il est primordial de savoir combien de loups vivent ici. La patte prise dans le piège semble intacte. Le collier émetteur permettra de savoir dans quelle zone évolue ce prédateur, ainsi que ses proies. Le port du masque est maintenant nécessaire, car la fourrure du loup est certainement radioactive. Barbara et Christophe ne doivent en aucun cas inhaler ou avaler l'un de ses poils. La taille et l'état de ses crocs confirment son jeune âge. Il est donc né au cœur de la zone radioactive. C'est la preuve qu'il existe bien une population de loups indigènes. L'émetteur GPS transmettra quotidiennement la position du loup aux scientifiques. Barbara et Christophe appellent leur loup Boy, qui signifie bagarre en russe. Leur tâche ici est terminée. Boy peut rester. Personne ne le dérangera ici. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant la catastrophe, les loups faisaient l'objet d'une chasse intensive dans la région. Et en dehors de la zone, ça n'a pas changé. Les femelles dominantes sont souvent les premières tuées, ce qui affecte la diversité génétique et la pyramide des âges des populations de loups. Mais pour les loups de Tchernobyl, la plus grande menace n'était pas la chasse, mais la déforestation massive qui a eu lieu dans les années 20. L'assèchement des marais de Pripyat est le résultat d'un immense effort national, accompagné d'une propagande héroïque. On a construit des milliers de kilomètres de canaux. Des dizaines de milliers de colons sont venus travailler dans les nouvelles exploitations collectives. L'assainissement des terres avait pour but d'augmenter la production alimentaire pour le peuple soviétique. Entre les années 20 et la catastrophe nucléaire de 1986, cette terre était tout sauf une contrée sauvage. C'était le grenier à blé de l'Union soviétique. Aujourd'hui, les terrains en dehors de la zone d'exclusion n'ont pas changé. Des canaux de drainage et des champs de blé s'étendent à perte de vue. Mais que sont devenus les canaux de drainage et les champs de blé à l'intérieur de la zone? La transformation s'est faite de façon très discrète, mais elle a été épique. Les forêts et les champs ont été inondés. La Biélorussie a toujours été le pays des castors. Avec la rivière Pripyat qui traverse la zone, les castors n'ont pas tardé à réapparaître. Des milliers de castors ont travaillé jour et nuit, année après année, obstruant les canaux construits par l'homme, construisant des digues et créant de nouveaux habitats pour les amphibiens, les poissons, les crustacés, les insectes, les loutres, les élans et les oiseaux d'eau. Les fameux marécages de Pripyat avaient réussi à arrêter l'armée de Gengis Khan. Aujourd'hui, les marais font leur retour grâce à un réacteur nucléaire et au plus gros rongeur d'Europe. Sur les hautes terres sèches,
les villages sont soumis à d'autres forces de la nature, ravagés par les tempêtes de neige et les incendies de forêt. Mais les loups de Tchernobyl font partie d'une évolution bien plus importante. Le retour des terres cultivées à la vie sauvage. Un processus dynamique et ininterrompu qui se déroule beaucoup plus vite que prévu. Ici, les arbres fruitiers vieillissants s'écroulent sur les toits. Les derniers fruits des vergers ne sont plus récoltés que par les sangliers, les ours et les blaireaux. Les habitations en ruine se noient dans un océan de verdure. Les fleurs plantées par l'homme poussent désormais en toute liberté. À l'entrée de chaque village, un moellon rappelle le nom de la ville et le nombre de personnes qui vivaient ici. Deux mois ont passé depuis que Barbara et Christophe ont quitté la zone. L'homme qui a pris le relais gère depuis de nombreuses années un programme de surveillance des loups dans une région située en dehors de la zone d'exclusion. Il s'agit de Vadim Siderovitch, professeur à l'Académie des sciences de Biélorussie. Nous sommes en mai. Vadim recherche les nouvelles portées de louveteaux. La forêt de Naliboki, c'est typiquement le genre d'endroit où les louves mettent bas. Pourquoi? D'abord, parce que c'est un lieu difficilement accessible à l'homme. C'est compliqué de marcher là-dedans. Ensuite, parce que les louves et leurs petits sont à l'abri ici. Et ils peuvent facilement s'échapper ou se cacher sous les troncs d'arbres en cas de danger. Et enfin, parce qu'il y a une source d'eau pas loin. Il y a un ruisseau juste à côté. Et même quand l'été est très sec, les petits peuvent venir s'abreuver ici. Sans l'expérience de Vadim et sa connaissance du terrain, il serait impossible de trouver une portée de louveteaux dans cette jungle. Avec les années, Vadim a appris à penser comme un loup. Il sait où il se sent le plus en sécurité. Ces petits sont nés il y a à peine quelques heures. Vadim ne restera que 20 minutes pour ne pas garder la louve éloignée trop longtemps. Il compte le nombre de louveteaux, regarde s'il s'agit de mâles ou de femelles, et il examine leur état de santé. Puis, il prélève des échantillons de poils pour faire une analyse ADN de cette population de loups située en dehors de la zone affectée par les radiations. Vadim va comparer ces données issues d'une zone non contaminée avec celles qu'il recueillera à l'intérieur de la zone contaminée. Le professeur Vadim et son équipe vont explorer la partie biélorusse de la zone. Quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, la Biélorussie et l'Ukraine ont proclamé leur indépendance, divisant les scientifiques qui travaillaient des deux côtés de la frontière. La partie ukrainienne de la zone s'étend sur le delta intérieur reliant la rivière Pripyat au fleuve Dniepr. Voici le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La spécialiste ukrainienne des loups, Marina Shkriria, mène sa propre enquête sur les loups de Tchernobyl. Une meute de loups patrouille régulièrement sur cette rive, dit-elle. La ville de Pripyat se cache juste de l'autre côté.
Marina explique qu'il lui a suffi d'observer les empreintes de pattes par temps sec pour dessiner une carte représentant le territoire des loups dans la partie ukrainienne de la zone. Elle a ainsi découvert que les loups étaient présents partout dans la zone d'exclusion. Selon Marina, cet endroit a toujours été un habitat parfait pour les loups. Les années de défrichement pendant la période soviétique n'ont été qu'un dérangement temporaire. Elle va utiliser leurs excréments pour réaliser des analyses génétiques en laboratoire. Aujourd'hui, la forêt a englouti la ville fantôme de Pripyat, transformant ses rues et ses parcs en terrain de chasse. Pripyat était une ville nouvelle de 58 000 habitants, construite près du vieux port de commerce juif de Tchernobyl. Ce devait être une ville attrayante à l'époque. Construite sur le modèle soviétique, elle se trouvait au cœur d'un paysage magnifique. Voici la place centrale de la ville la plus verdoyante au monde, où une profusion de roses, de jasmins et d'arbres bordant les avenues poussent en toute liberté. Pripyat était une ville jeune et dynamique, un centre culturel. Des ingénieurs et des scientifiques vivaient et élevaient leurs familles ici, des hommes bien éduqués, issus d'un milieu privilégié, qui travaillaient pour la centrale nucléaire, dans les laboratoires de recherche et les installations militaires. Aujourd'hui, la forêt envahit les rues et les immeubles de Pripyat, amenant une faune et une flore toujours plus abondantes. En Biélorussie, le professeur Vadim Siderovitch est allé dans la zone d'exclusion pour étudier les squelettes de loups. Разные метричные показчики с левого боку чашки, с правого боку чашки. Для этого лепш за все поглядеть и тестовать асимметрию. Чи есть асимметрия чашки. Avec l'aide de Grigori Ivanovitch, Vadim compare les squelettes de loups trouvés dans la zone et en dehors de la zone pour repérer les éventuelles anomalies liées aux radiations. Mais les enquêtes de terrain vont devoir attendre l'hiver, quand on pourra distinguer les empreintes de pattes dans la neige. Aujourd'hui, après une tempête de neige, 2 membres du groupe d'études se préparent à suivre les loups à la trace. Un autre loup a été muni d'un collier émetteur, une toute jeune femelle appelée Lara. Sur la carte électronique, les chercheurs trouvent la position GPS des 2 loups, le village abandonné de Krasnaselye. Les données GPS montrent que les jeunes loups ont passé la plus grande partie de l'année ensemble, aérés autour du même village. Ils doivent donc être de la même fratrie. Mais font-ils partie d'une meute? Des traces toutes fraîches donneront peut-être la réponse. Dans la zone d'exclusion, seuls quelques kilomètres de route ont été déneigés pour la police et les patrouilles de gardes forestiers. L'avantage, c'est que beaucoup d'animaux utilisent ces routes, laissant de nombreuses traces bien visibles derrière eux. Un élan blessé, que les loups ne vont pas tarder à repérer. Ce pigargue à queue blanche n'attend qu'une chose, que les loups fassent leur travail.
Ces proies aident les aigles à traverser l'hiver quand les lacs sont gelés et qu'ils ne peuvent plus pêcher. Le village abandonné de Krasna-Selié et ses tours d'eau. Si Boy et Lara font partie d'une meute, leur repère se trouve peut-être ici. Les traces dans la neige confirment cette hypothèse. Ce village abrite une grosse meute de loups. Krasna-Selié est entouré de hautes plaines. Ce village et son cours d'eau voisin offrent donc un abri attrayant pour les loups. Les chercheurs repèrent 10 individus, mais aucune trace de Boy et Lara. Du toit des maisons, les loups scrutent le paysage à la recherche de cerfs, de sangliers et même, pourquoi pas, d'un bisonneau. La neige épaisse et les plaques de verglas donnent un avantage certain aux loups face à des proies plus lourdes. Mais pour ce repas, les loups n'ont même pas eu à chasser. Ce jeune bison a succombé aux rigueurs de l'hiver russe. Les bisons adultes sont les animaux les plus lourds d'Europe. Ils sont trop puissants, impossible pour les loups de s'y attaquer. Depuis l'ère glaciaire, le bison a survécu en Biélorussie et en Pologne. Quand on a vu que la faune et la flore prospéraient dans la zone d'exclusion, on y a réintroduit les bisons en 1998. Le troupeau de bisons finit par chasser les loups pour pouvoir pleurer leurs petits. C'est un comportement typique du bison. Dans la partie biélorusse de la zone d'exclusion, 3 troupeaux de bisons prospèrent. Pour les Biélorusses, le bison est l'icône des forêts sauvages. Jusqu'à récemment, les chasseurs biélorusses tiraient sur les loups depuis des hélicoptères. Aujourd'hui, cette pratique est interdite. Le collègue de Vadim, Grigori Ivanovitch, fait partie de l'équipe de chercheurs. Il est garde forestier. Lui aussi avait pour habitude de chasser les loups. Aujourd'hui, il survole la zone d'exclusion pour vacciner les loups ainsi que les renards et les ratons laveurs contre la rage. En hiver, les animaux peuvent facilement traverser la rivière. Boy et Lara sont déjà partis explorer plusieurs fois l'autre rive. Cette usine désaffectée attire la faune, car elle offre un bon abri quand l'hiver est rigoureux. Toute la zone est parcourue d'empreintes de l'eau. Ces bâtiments sont de véritables sanctuaires à l'intérieur de la zone d'exclusion, car ils sont exempts de radiation. Avec la pluie, les retombées radioactives se sont déposées sur les toits, puis ont glissé jusqu'au sol. Mais aujourd'hui, les toits et les machines rouillées sont fragilisés par les chutes de neige, ce qui les rend bien plus dangereux que les sols radioactifs. Pour les gros herbivores, l'hiver est une saison extrêmement pénible. Pour les loups, c'est l'inverse. Les proies sont faciles. Il n'y a presque plus besoin de chasser.
D'autres animaux profitent de ces repas gratuits. Les corbeaux et les pigargues à queue blanche mènent souvent les chercheurs jusqu'aux proies des loups. En hiver, il arrive que les aigles agissent comme des charognards. Mais le reste du temps, ce sont, comme les loups, de vrais prédateurs. Les voir ici en si grand nombre montre à quel point cet écosystème se porte bien. Comme dans tout climat continental, le printemps arrive très rapidement. Les chemins bien pratiques de l'hiver se transforment soudain en barrières infranchissables. Les aigles font généralement leur nid dans de grands arbres, mais cette zone offre encore mieux. Les tours d'eau ne sont utilisés par l'homme qu'en été, pendant la saison sèche. Les aigles en ont besoin au printemps, alors ils les occupent chacun leur tour. Désormais, les repas composés de charognes gelées font partie du passé. Les rivières et les lacs ont dégelé. La saison de la pêche peut recommencer. Quand les neiges fondent dans les Carpates, à 600 km au sud-ouest, la rivière Pripia grossit. Au cœur de la zone, elle peut faire jusqu'à 14 km de large. Le niveau de l'eau monte de 8 mètres. En l'absence de digues et de canaux, les flots inondent les champs et les villages, accélérant le retour de la terre à la vie sauvage. Pendant quelques jours, la désolation des lieux est éclipsée par la renaissance du printemps. Les vergers en fleurs rappellent les jours heureux de Tchernobyl, avant la catastrophe. Tous ces arbres fruitiers sont très tentants pour les animaux. À l'automne, nombreux sont ceux qui ne pourront y résister. Mais pour l'instant, le collègue de Vadim vient voir comment se portent les louveteaux nés ici. Ces petits ont environ 3 semaines. Cet ancien cellier leur tient lieu de couffin. En tout, Grigory a trouvé 3 portées. La preuve qu'il existe bien une population indigène de loups au cœur de la zone d'exclusion. Scientifiques, gardes forestiers et gardiens ne peuvent rester dans la zone que pendant une durée limitée pour ne pas être exposés trop longtemps aux radiations. A contrario, de petits animaux sont volontairement exposés aux radiations pendant plusieurs mois afin d'évaluer les conséquences sur leur organisme. Après une période d'exposition, ces rats seront emmenés en laboratoire pour une série d'analyses. Il n'est pas facile d'établir des liens de causalité entre une exposition sur le long terme à un faible niveau de radiation et les risques sur notre santé.
Étant donné que cette expérience concerne l'homme, il faut se concentrer sur des individus particuliers. Mais les études environnementales ne se focalisent pas sur des animaux en particulier. Elles portent sur la faune dans son ensemble. D'autres chercheurs étudient les conséquences d'un environnement radioactif sur la faune et la flore dans une zone très proche du réacteur. Ici, le port du masque est obligatoire. Aujourd'hui, il y a du vent et beaucoup de poussière, et le réacteur n'est qu'à 1 kilomètre. La direction du vent le jour de l'explosion et de l'incendie est bien visible sur la carte des retombées radioactives. La forêt est peut-être verte, mais elle est loin d'être propre. Quelques arbres morts sont encore debout, vestiges de la forêt rouge apparue suite à la catastrophe nucléaire. Des muscardins vivant dans cette zone contaminée sont étudiés depuis plus de 6 ans. « 4 à 6% des nouveau-nés présentent de légères anomalies, 2 fois plus que le taux moyen dans des zones non radioactives. Si on constatait le même pourcentage chez l'homme, les conséquences seraient désastreuses. Chez les muscardins, même si certains individus sont touchés, la population dans son ensemble se porte bien. La densité démographique et les taux de reproduction sont même plus élevés qu'ailleurs. Est-ce également le cas pour les loups radioactifs? Les scientifiques pensent que oui. À Krasna-Selier, le professeur Vadim Siderovitch et Grigori Ivanovitch sont inquiets. Cela fait plusieurs semaines que les émetteurs GPS de Boy et Lara restent silencieux. Heureusement, les loups sont également munis de radioétiquettes. Vadim va peut-être réussir à capter leur signal avec une antenne du haut de la tour d'eau. Mais les environs sont pratiquement déserts. Aucun signe de Boy et de Lara. Ils aperçoivent seulement un loup non identifié au loin. À l'opposé, de l'autre côté de la frontière, la ville fantôme de Pripyat suffoque dans l'étouffante chaleur estivale. Il fait 45 degrés. Avec de telles températures, les rues de n'importe quelle ville seraient désertées. Mais l'ornithologue Sergueï Domachevski ne se laisse pas décourager. Ce spécialiste des rapaces surveille plusieurs couvées de faucons pèlerins autour de la ville. Si les populations de rapaces se portent bien, c'est que leurs proies, les petits rongeurs, se portent bien eux aussi. La saison de nidification est le moment idéal pour observer les populations de rapaces. Sergueï s'intéresse à la taille et au développement des oisillons, ainsi qu'à leur taux de survie. Il a pu constater que dans la zone d'exclusion, plusieurs rapaces ont réussi à engendrer des populations en bonne santé. De nombreuses tours d'habitation donnent sur le réacteur, qui a brusquement figé la ville dans le temps.
Le bassin de refroidissement est hautement contaminé. Une longue chaussée étroite relie la rive à la petite île. Dans ce lac radioactif, les poissons-chats sont énormes. Ils mesurent parfois plus de 2,5 mètres. Ils sont trop gros pour être pêchés, même par ces grands pigargues à queue blanche. La taille impressionnante de ces poissons-chats et des carpes amours n'a rien à voir avec la radioactivité. Elle est due à leur âge. Les poissons grandissent toute leur vie, et les poissons-chats peuvent vivre près d'1 siècle si personne ne les attrape. Et depuis la catastrophe, ils vivent paisiblement dans ce lac, à l'ombre du réacteur. Sur la petite île au milieu du bassin de refroidissement, les pigargues à queue blanche viennent se nourrir. Ces carpes amours devaient peser entre 15 et 20 kilos. La taille de ces proies et la marque des cerfs donnent une idée de la puissance de ces aigles. Les chercheurs veulent savoir à quel point ces poissons étaient contaminés. Interdiction de toucher ces arêtes à main nue. Les conséquences sur la santé des aigles ne sont pas encore connues, même si on connaît les effets négatifs sur d'autres oiseaux. Le soleil se lève sur l'ancien port fluvial de Tchernobyl. Suite à l'accident, beaucoup de bateaux se sont échoués. Seuls quelques-uns sont restés à flot. Les chercheurs vont voguer sur la rivière Pripyat jusqu'au delta intérieur, au confluent du fleuve Dniepr. C'est l'un des habitats les plus grands d'Europe. Il est essentiel pour les oiseaux d'eau. Les voies d'eau ont depuis longtemps été nettoyées de toute radiation. Ici, les oiseaux et même les hommes peuvent manger les poissons en toute sécurité. Les innombrables îles boisées et sablonneuses offrent un lieu de reproduction idéal. On y trouve des colonies d'hirondelles de rivage, de cormorans, de grues ou de hérons. Environ 120 espèces d'oiseaux se partagent cet habitat, y compris les oiseaux migrateurs. Un oiseau, surtout, a trouvé l'endroit très attrayant. La cigogne noire, qui a une préférence marquée pour les paysages déserts, loin de toute présence humaine. Dans les cimetières de la région, on trouve les chênes les plus vieux du pays, des arbres assez gros pour porter l'énorme nid des cigognes, qui peut peser jusqu'à 1 tonne. Les cimetières étant des lieux sacrés, les arbres ont échappé aux abattages systématiques des siècles passés. Ils abritent les derniers vestiges de la forêt de chênes primitive d'Ukraine. C'est la fin de l'été. Vadim Siderovitch tente à nouveau sa chance pour essayer de retrouver Boy et Lara. Un tronçon de route près de Krasnaselye constitue la frontière du territoire des loups. La route est toujours parsemée d'excréments de loups, surtout ce pont qui surplombe un vieux canal de drainage. Vadim a réussi à capter le signal de Boy à 2 endroits différents. Il doit être quelque part sur cette route, pas très loin. Tout d'un coup, un énorme sanglier traverse la route, suivi par un loup, qui repart aussitôt. Pendant ses patrouilles, Grigory a remarqué un changement étrange dans le paysage. Il veut en faire part à Vadim. De nombreuses digues de castors sont abandonnées, voire détruites.
À certains endroits, le niveau de l'eau dégringole et Grigory pense que les loups n'y sont pas étrangers. Vadim, мне я тебе одно питание. И он попросту може лімітувати популяційну лічебність бобра. Pour Vadim, c'est un scénario familier. Les loups du sud, dit-il, sont un peu plus petits que les loups du nord. Alors ils évitent au maximum de s'attaquer à de gros animaux. À la place, ils prennent pour cible les castors, qui sont faciles à attraper et qui prolifèrent dans la région. Dans la zone surveillée par Vadim, l'alimentation des loups est composée à 60% de castors. Par conséquent, les loups freinent et même empêchent le retour des marais. Après la dernière ère glaciaire, cette terre abritait non seulement des animaux à gros sabots, comme des élans, des cerfs et des bisons, mais aussi des chevaux sauvages. Le dernier véritable cheval sauvage en Ukraine a été tué en 1879. Aujourd'hui, la toute dernière espèce sauvage est le cheval de Przewalski, qui n'a survécu qu'en captivité. À partir des années 90, des groupes de chevaux de Przewalski ont été relâchés ici pour aider à restaurer la biodiversité de la région. Étant donné le rythme auquel ils se reproduisent, il devrait y avoir 200 individus aujourd'hui. Mais les braconniers ukrainiens n'en ont laissé qu'une soixantaine. Au cours du XXe siècle, cette vaste zone humide a subi bien des dommages. Elle a été ravagée par 2 guerres mondiales et la folie destructrice de l'ère stalinienne. Et pourtant, la plus grande catastrophe nucléaire de la planète l'a transformée en un refuge unique au monde pour nombre d'espèces menacées d'extinction. Tous les ans, en septembre, le professeur Vadim Siderovitch part à la recherche des jeunes loups pour étudier leur portée et évaluer leur taux de survie. Vadim et Grigory couvrent systématiquement toute la partie biélorusse de la zone d'exclusion. Les loups, c'est toute la vie de Vadim. Il travaille et vit avec eux depuis des dizaines d'années. Il parle leur langage. En une semaine, Vadim a identifié 17 meutes de loups et leur territoire.
En observant les empreintes de pattes sur les routes, j'ai constaté qu'il n'y avait pas autant de loups que les habitants avaient pu le dire. Il n'y a pas 300 loups ici. En comparant des observations similaires faites dans les bois de Naliboki, dans la même région que la zone biélorusse, je pense qu'il y a au maximum 120 loups dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. 26 ans après l'accident de Tchernobyl, la population de loups dans la zone d'exclusion semble être similaire à une population vivant dans une région non contaminée, ni plus ni moins. Pour l'homme, c'est une terre perdue à jamais. Mais la catastrophe nucléaire semble avoir donné aux loups une chance de survivre en paix.